La nuit était tombée sur la Normandie le 5 juin 1944, mais la pluie s'était arrêtée seulement 1 heure plus tôt et l'air gardait encore le parfum humide de la terre trempée, du diesel et des fumées lointaines des cheminées. Dans la pénombre, près d'une ferme en ruine au sud de Caen, 4 silhouettes étaient accroupies comme des ombres repliées dans une haie, leurs yeux scrutant champs et talus au moindre bruissement, à la moindre forme humaine. Le plus jeune, à peine 20 ans, consulta sa montre d'un geste où tremblait non pas le froid, mais le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. Un sabotage petit et précis, susceptible de produire des ondes jusqu'à changer le cours d'une bataille. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Henri Delmas, 43 ans, ancien fermier, avait perdu sa terre, sa femme à la maladie et son fils à la déportation, et le chagrin s'était transformé en devoir. À ses côtés se tenait Luc Morel, un mécanicien qui savait comment le métal se comportait sous tension. André Vasseur, étudiant universitaire aux mains tremblantes mais au regard sûr. Et Claire Lemoine, une estafette déguisée en laitière dont les pas avaient porté des messages à travers les cantons pendant des années. Plus loin, la voie ferrée coupait le paysage comme une blessure et une garnison d'environ 50 soldats allemands la gardait avec lanterne et la confiance insolente d'occupants, convaincus que la guerre touchait à sa fin. Un train chargé de munitions, de carburant et de renforts devait passer avant l'aube, et personne parmi eux ne connaissait l'heure précise de l'invasion alliée, seulement que le message codé à la radio était arrivé comme un vers de poésie, les longs sanglots des violons d'automne, une phrase qui avait déclenché des milliers de petites étincelles à travers le pays. Henri suivit les lignes d'une carte au crayon, son doigt marquant le conduit où Luc et lui s'engouffreraient, la voie sud où André poserait les charges, la crête où Claire observerait et avertirait. Il parlait avec le calme d'un homme qui avait exhumé son chagrin et l'avait transformé en plan. Et Claire demanda, d'une voix petite et aiguë, ce qui arriverait s'ils étaient pris, et Henri répondit avec la simplicité de la vérité, lui disant de se souvenir de leur nom et du fait qu'ils avaient essayé. Ils glissèrent à travers vergers et blés jusqu'aux genoux, les bottes s'enfonçant dans la terre humide, les épines des haies accrochant les tissus, la respiration formant des nuages dans la fraîcheur, le monde se réduisait au son, un chien aboyant au loin, le cliquetis d'un flacon dans l'obscurité, le froissement des pas sur le gravier, le crépitement d'une radio cachée dans le mur d'une ferme. Au pont de pierre, Luc déballa 2 sacs d'explosifs artisanaux récupérés dans des munitions volées et du sucre détourné, et André, dont les mains avaient appris la théorie dans les amphithéâtres, mais n'avait jamais fait ce genre de besogne, connecta les fils avec une délibération qui le stabilisa, tandis que Henri tenait le temps en murmurant les minutes comme une prière. 25 minutes, 20 minutes, des nombres tombant dans l'herbe humide comme des pierres mesurées. Sur la crête, Claire veillait avec l'habitude d'une estafette pour déchiffrer les tout petits mouvements. Elle tapa sa lampe en 2 brefs signaux lorsqu'elle vit des sentinelles s'avancer, et l'immédiat remplaça la peur, car leur entraînement était une toile de petites redondances et d'improvisations répétées. Luc serra des colliers comme on répare un tracteur, plaisantant d'une voix destinée à rassurer André, et les 4 hommes et femmes devinrent à cet instant un seul instrument accordé sur une note, retarder le train, fracturer la ligne, gagner du temps. Puis un cri allemand fendit la nuit, et une fusée éclata, le monde s'inversa en blanc soudain, et la haie se transforma en théâtre de lumière et de tonnerre. Les balles traversèrent feuilles et terre, et les hommes se dispersèrent comme des poupées de chiffon jetées dans un courant. Claire sprintant la détonneuse serrée contre elle comme un cœur, André tombant avec le bruit net de la chair rencontrant la boue, Luc se jetant en arrière pour le tirer à couvert, tandis qu'Henri guettait les phares d'un camion qui transformerait les champs en cible. Henri lança un ordre qui n'était pas un choix, le détonateur maintenant, et Claire, qui avait déjà tout risqué, posa sa main et ferma le circuit, et l'explosion qui suivit déchira le rail comme l'on tranche un tendon, le fer se tordant avec un bruit d'animal blessé, un camion se renversant et s'embrasant, la fumée dressant des échafaudages vers les étoiles. Et pendant quelques secondes, le monde fut tout concussion, lumière et odeur de poudre. Quand la poussière retomba, le train ne passa pas,
et le convoi allemand qui aurait pu se diriger vers les plages resta bloqué, ralenti par une brèche dans les artères de leur logistique, ce qui en guerre peut faire la différence entre une tête de pont qui saigne et une tête de pont qui tient assez longtemps pour compter. Pendant 12 heures, les renforts ne purent traverser, et sur les sables de Normandie, ce retard se traduirait en survivants et en hommes qui marcheraient encore. Ils se cachèrent dans un creux jusqu'à l'aube et émergèrent dans un paysage changé autant par les décisions et le temps que par la déflagration. Et ils portèrent avec eux le coup de leur acte. André n'était plus, sa vie répandue dans la boue sous un chêne, et Henri, qui l'enterra de ses mains et tailla une croix dans un morceau de clôture brisée, comprit mieux que jamais que l'héroïsme est souvent un registre de pertes gardées petites pour que d'autres puissent compter une plus grande somme de vies sauvées. La nuit était tombée sur la Normandie le 5 juin 1944, laissant les champs glissants de pluie qui ne s'étaient arrêtés qu'une heure plus tôt, et l'odeur de terre mouillée mêlée au diesel et à la fumée lointaine des cheminées flottait dans l'air. Henri Delmas, 43 ans, était accroupi dans l'ombre près du conduit en ruine, se souvenant de la voix de son fils quelques mois auparavant sur une radio secrète, 6 mots avant que le signal ne se coupe. « Ne lâche jamais, papa. Jamais. » Ces mots l'avaient accompagné dans chaque nuit, chaque danger, chaque souffle suspendu, alors qu'il se préparait pour une mission pouvant changer l'équilibre d'un continent. Luc Morel, mécanicien qui avait réparé des tracteurs et des moteurs toute sa vie, déballait les explosifs avec des gestes précis et maîtrisés, posant sur la terre humide des sacs cabossés composés de munitions allemandes volées et de sucre d'une distillerie locale. André Vasseur, à peine 20 ans, les mains tremblantes sous tension et adrénaline, connectait le fil du détonateur avec soin, vérifiant chaque filament et double vérifiant les connexions. Henri jeta un coup d'œil à sa montre et murmura « 18 minutes, le compte à rebours tendu dans les champs sombres, chaque seconde un battement de cœur prêt à se briser. » Depuis la garnison proche, les rires allemands résonnaient faiblement dans l'air brumeux. Cartes, bières, harmonica, témoignant de confiance, d'arrogance, de la croyance que la Normandie dormait, alors que les Alliés avaient orchestré une symphonie de tromperie. Des parachutistes leurs avaient été déposés à des kilomètres. Des renseignements fabriqués avaient été plantés et des communications radio fausses pointaient vers Calais pour détourner l'attention de la vraie tempête qui s'apprêtait à éclater ici. Sur la crête, Claire Lemoine, déguisée en laitière mais entraînée à l'observation et à la discrétion, scrutait le périmètre avec des yeux capables de repérer le mouvement d'une feuille, l'éclat d'une botte, le reflet subtil d'une lanterne de sentinelle allemande. Sa lampe clignota 2 fois signal convenu, et Henri se figea, une tension se nouant dans sa poitrine, tandis que Luc serra les colliers avec un sourire masquant la peur. « Comme réparer un tracteur, hein » murmura-t-il. Une voix allemande fendit la nuit. Froide et autoritaire. « Halt !» Les fusées éclatèrent au-dessus, transformant l'ombre en blanc éclatant, peignant chaque champ, chaque arbre, chaque silhouette d'une clarté brutale. Les balles sifflèrent, traversant haies et terre, et les 4 se dispersèrent comme des feuilles dans la tempête. André tomba avec un cri, tenant sa jambe et se traînant dans un fossé, le sang se mêlant à la boue, tandis que Luc plongeait pour le mettre à l'abri. Claire serrait le détonateur comme un talisman, les jointures blanches, le cœur battant, prête à déclencher la tempête. « Maintenant !» cria Henry, un mot portant des années de chagrin, de perte et de détermination. L'explosion déchira la nuit avec la furie d'une tempête, fendant la voie ferrée comme une blessure, tordant les rails comme si le temps lui-même se pliait, projetant un camion allemand dans le talus, les flammes léchant les pneus et la fumée montant dans le ciel brumeux. L'odeur âcre de la poudre remplit chaque narine, mêlée à la terre mouillée et à la pluie, tandis que Henri, Luc et Claire se retiraient silencieusement dans les bois, respirant lourdement, le cœur battant, tandis qu'André ne survivait pas. Henri l'enterra sous un chêne, marquant l'endroit d'une simple croix de bois, un mémorial à la jeunesse et au courage perdu trop tôt. Mission qui avait changé le cours de l'histoire. 25 minutes, la différence entre arrivée et retard, avait acheté 12 heures pendant lesquelles les renforts allemands ne pouvaient atteindre les plages, 12 heures pendant lesquelles des centaines de vies furent épargnées, pendant lesquelles les soldats débarquant sur le sable pouvaient combattre avec moins d'ombre derrière eux,
et pendant lesquels le plan orchestré avec soin par les Alliés commençait à se déployer comme une horloge dans les champs et villages de Normandie. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas à l'explosion ou au convoi retardé. À travers la campagne, une armée invisible se mouvait en harmonie. Un réseau de citoyens ordinaires qui avaient transformé leur chagrin, leur peur et leur vie modeste en instruments de résistance. Des ménagères calculaient le poids des explosifs cachés dans des sacs de farine. Des garçons aveugles cartographiaient les bunkers par le son seul, mémorisant. L'écho des camions et des pas, des blanchisseuses observaient les uniformes allemands et relayaient les mouvements de troupes par l'odeur et les taches. Les propriétaires de cafés recueillaient les murmures d'officiers négligents et transformaient les ragots en renseignements qui changeraient des batailles. Chaque petit acte, invisible à l'œil nu, créait un motif de tromperie, un labyrinthe dans lequel l'armée allemande tâtonnait aveuglément. De faux rapports et des fuites contrôlées suggéraient des mouvements de troupes là où il n'y en avait pas. Des convois fantômes et des bavardages radio inventés trompaient les postes de commandement, et des hommes confiants dans l'ordre et les horaires se retrouvaient à chasser des ombres, piégés par la ruse et la patience de gens ordinaires devenus extraordinaires. Henri se souvenait des nuits passées dans les caves, avec des cartes étalées sur les tables, des mains traçant les positions ennemies à la craie, au crayon et à l'encre, tandis que Luc s'exerçait aux techniques de détonation, Claire répétait les signaux et les voies d'évacuation, et André, bien que jeune, absorbait chaque leçon avec la ferveur de quelqu'un qui savait que sa vie pouvait se terminer dans la boue à tout moment. Ces mois de préparation étaient une chorégraphie délicate entre courage et mort, timing et improvisation, et chaque battement de cœur avait compté vers cet acte unique qui briserait une ligne de chemin de fer et retarderait un convoi. Quand les débarquements commencèrent, ce ne furent pas seulement les navires et les avions qui firent tourner la marée, mais le travail silencieux de cette armée invisible. Dans les villes et les villages, l'ordinaire devint extraordinaire, le banal se transforma en arme, et le sacrifice d'un seul devint levier pour beaucoup. Les champs qui avaient été vides, balayés par le vent et silencieux la nuit, se souvenaient maintenant du poids de l'intention humaine, et les témoignaient d'un courage non célébré dans les journaux, mais gravé dans la mémoire, dans des regards fugaces et des noms murmurés. Henri, se tenant plus tard près de la croix de bois marquant la tombe d'André, comprenait le paradoxe de la guerre. L'héroïsme était à la fois intime et invisible. Son triomphe mesuré non en médailles, mais dans la continuation silencieuse de la vie, dans la survie mesurée d'étrangers qui ne connaîtraient jamais les noms de ceux qui les avaient sauvés. Luc, brossant la terre de sa veste, rappelait à Henri la petite mécanique du courage, comment le métal, le sucre et les fils pouvaient courber l'arc de l'histoire. Et Claire, ses yeux scrutant encore l'horizon, comprenait que chaque seconde qu'elle avait veillé et chaque tape de sa lampe avait été un battement de cœur contre la tyrannie, une pulsation de défi qui comptait autant que n'importe quel coup de canon. Le temps, pensa Henri, était à la fois fragile et implacable. 25 minutes n'étaient pas qu'une mesure, c'était une alliance entre les morts, les vivants et ceux à naître. L'absence d'André était une blessure, mais c'était une blessure qui produisait la courbure de l'histoire, la pliant vers la survie et l'espoir. À travers la Normandie, des actions similaires se jouaient dans les caves, les granges et les maisons tranquilles, tissant ensemble un réseau invisible pour les occupants, mais essentiel au succès de l'invasion. Les Alliés n'avaient pas simplement débarqué. Ils étaient arrivés dans un théâtre prêt, arrangé par d'innombrables acteurs silencieux qui avaient calculé le risque et pesé la vie humaine avec une précision que les généraux et les amiraux ne pourraient jamais pleinement comprendre. Pour chaque explosion sur une voie ferrée, pour chaque camion saboté, pour chaque patrouille retardée, des vies ordinaires avaient été transmuées en instruments de stratégie. L'armée invisible n'était ni romantique ni dramatique aux yeux du monde, mais leur labeur avait été héroïque dans tous les sens. Les mains d'un jeune étudiant, la connaissance d'un mécanicien de l'effet de levier, la vigilance entraînée d'un courrier et la concentration d'un père en deuil tous convergèrent pour acheter des moments qui sauveraient des centaines de vies. L'esprit d'Henri vagabondait sur les visages d'autres comme André qui n'avaient pas survécu, le calcul de la guerre exigeant un tribut qui ne diminuait jamais. Mais il ressentait aussi la satisfaction silencieuse qui vient de faire ce qui doit être fait, de plier sa propre peur en un outil plutôt que de lui permettre de dominer,
de savoir qu'un acte aussi petit qu'une seule détonation pouvait se propager à travers champs, forêts, étangs, pour devenir décisif. Plus tard, quand les historiens écriraient sur les débarquements de Normandie, les noms de généraux et d'amiraux apparaîtraient en gros caractères, mais les notes de bas de page, les marginalia et les interventions inaperçues étaient souvent plus importantes que les gros titres. Un réseau de citoyens, unis par le courage, le secret et la persévérance, avait assuré que la tête de pont tienne assez longtemps, que des vies soient sauvées et que l'histoire penche en faveur de la liberté. Henri n'oublierait jamais l'odeur de la poudre dans la pluie, la clarté soudaine de la fusée, le son des rails se tordant sous la force explosive, ou la finalité de l'immobilité d'André sous le chêne. Chaque détail était un témoignage de préparation, de bravoure et de timing. Chaque moment un microcosme de guerre qui exigeait une concentration absolue. À travers la campagne française, l'armée invisible continuait d'opérer, livrant des renseignements, induisant en erreur les troupes ennemies, sabotant l'équipement et préservant les vies d'innombrables soldats qui n'avaient aucune idée de qui leur avait acheté les heures pour débarquer, pour combattre et pour survivre. Le tapotement de lampes de Claire, les colliers serrés de Luc, le dernier sacrifice d'André, la direction ferme d'Henri, tous convergèrent en un acte unique et décisif qui illustrait le paradoxe de la résistance. L'efficacité ressemble souvent à l'invisibilité, le courage exige souvent l'effacement de soi, et le succès se mesure aux vies préservées plutôt qu'à la gloire revendiquée. C'était l'essence de l'armée invisible, une mosaïque de gens ordinaires agissant de manière extraordinaire, un réseau dont l'impact ne pouvait être mesuré par les statistiques seules, mais par la survie du grand nombre et l'honneur silencieux des quelques-uns. Le champ sous le chêne, les rails tordus, le talus avec le camion détruit tous, étaient des vestiges d'une seule nuit qui importait bien au-delà de ses heures. Le temps, Henri le savait, était à la fois impitoyable et généreux. 25 minutes avaient été suffisantes pour changer l'issue, suffisantes pour retarder les renforts, suffisantes pour préserver des vies, et pourtant, dans ce même laps de temps, des vies avaient été perdues, la jeunesse éteinte au service de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. L'armée invisible prospérait sur ces contradictions, sur la fusion de la vie ordinaire avec les circonstances extraordinaires, sur la volonté d'agir quand le monde n'attendait rien, sur la discipline de la patience couplée à la capacité d'exploser en action au moment exact. Henri, Luc et Claire se glissèrent dans les ombres des bois, portant chagrin et soulagement, sachant que le monde pourrait ne jamais savoir ce qu'ils avaient fait, mais confiant que chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque décision avait contribué à la préservation de la liberté. Et dans le calme de l'après, alors que l'aube peignait les champs d'une lumière pâle, l'armée invisible demeurait, invisible mais partout, témoignage du pouvoir de l'ingéniosité humaine, du courage et de la dévotion. Ils étaient la preuve que la guerre ne se menait pas seulement avec des fusils et des navires, qu'un réseau de gens ordinaires, unis par un but et le secret, pouvait retarder des armées, induire en erreur des ennemis et préserver la vie de manière que généraux et historiens négligeaient souvent. Les yeux d'Henri s'attardèrent sur l'horizon, sur la crête où Claire avait veillé, sur le conduit où Luc et André avaient travaillé, et sur le chêne où André reposait maintenant, et il comprit que l'essence de la résistance n'était pas l'héroïsme sous les yeux du public, mais un courage ferme, délibéré et invisible qui altérait l'histoire. Une décision à la fois, une vie à la fois, un battement de cœur à la fois. Le réseau de résistance était plus que des explosifs. Du courage ou de l'audace, c'était de l'intelligence, de la subtilité et de la ruse tissée dans la vie ordinaire. Une machinerie, cachée, opérant sous le nez d'un occupant trop confiant. À travers la France, dans chaque village, ville et hameau, des citoyens ordinaires accomplissaient des tâches extraordinaires qui ensemble façonnaient le destin des nations. Des ménagères devenaient des saboteuses, cachant des explosifs dans des sacs de farine, des barils de sucre et des paniers à linge, apprenant aux enfants à se déplacer silencieusement et à observer les détails des soldats de passage. Des adolescents pédalaient sur des routes boueuses, transportant des messages codés pliés dans la doublure de leur veste. Chaque missive contenant des instructions pouvant retarder les mouvements des troupes, saboter des voies ferrées ou alerter les alliés sur des positions critiques. Des enfants aveugles, guidés par l'intuition et écoutant attentivement l'écho des pas sur le béton, mémorisaient la disposition des bunkers,
le rythme des patrouilles et les emplacements des armes cachées. Dans des villages, au calme, un jeune garçon se cachait derrière un encadrement de porte, écoutant les pas résonner sur les planchers en bois, mémorisant chaque détail, la direction des pas, le type de chaussures, le rythme qui révélait le grade et l'intention. À proximité, une femme lavait des uniformes allemands, examinant les traces d'huile, de sang et l'usure pour cartographier les mouvements des troupes, traduisant les moindres détails en une carte de renseignement complète, sans crayon ni papier. Dans les cafés, une autre femme, se fondant dans la vie quotidienne du village, recueillait des informations avec des questions pratiques, extrayant des secrets des officiers qui croyaient parler librement, insouciants dans leur arrogance. Elle notait les marques de cigarettes qu'ils fumaient, les blagues qu'ils partageaient, les signes subtils de fatigue et de peur, autant de données pour un réseau capable d'induire les armées en erreur. La SS croyait que la France pouvait être soumise, en quelques heures, que la reddition de Paris signalerait l'effondrement de la campagne. Pourtant, ces opérations clandestines provoquaient des erreurs de calcul à tous les niveaux. Des rapports faux, des convois fantômes, des armées fantômes et des signaux radiotrompeurs les convainquaient que des régions entières étaient tombées du jour au lendemain, que les forces allemandes étaient partout, et pourtant nulle part, que la Normandie était calme parce qu'elle avait capitulé. C'était l'armée invisible. Des milliers de citoyens ordinaires travaillant à l'unisson, invisibles, inaudibles, mais d'une efficacité dévastatrice, leurs actions se propageant à travers la campagne avec des conséquences que les généraux ne pouvaient ni prévoir ni empêcher. La nuit du 5 juin 1944, des centaines de radios crépitaient, leurs signaux rebondissant des sous-sols aux greniers, des greniers aux granges, des granges aux fermes, chaque message codé, déclenchant un acte de sabotage précis, une explosion, un convoi retardé, ou la transmission de renseignements pouvant sauver des centaines de vies. Chaque ferme, chaque atelier, chaque café, chaque grenier, cave et loft caché devenait un nœud du réseau, une partie vivante d'une machine plus complexe que n'importe quelle usine ou arsenal. Dans l'ombre, les résistants se déplaçaient comme des fantômes, les yeux et les oreilles entraînés à remarquer chaque changement dans l'environnement, chaque signe d'activité allemande, chaque murmure d'informations susceptibles d'éviter le désastre. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Leurs mouvements étaient chorégraphiés invisiblement. Un fermier semant du blé semait aussi la désinformation. Un enfant livrant du pain livrait aussi du renseignement. Une blanchisseuse pliant des uniformes pliait aussi des secrets dans sa mémoire. Le succès des débarquements du jour J dépendait non seulement des navires traversant la Manche ou des parachutistes descendant du ciel, mais du travail coordonné et invisible de citoyens ordinaires qui avaient embrassé une responsabilité extraordinaire. Dans chaque village, la nuit était ponctuée de signaux subtils, un coup sur une fenêtre, l'éclat d'une bougie, un code murmuré qui transmettait des messages à des kilomètres, des messages qui mèneraient à des patrouilles retardées, des trains sabotés et des attaques ciblées qui amplifiaient l'effet des forces alliées. À un petit carrefour, un vieux mécanicien ajustait les boulons d'un pont tout en plantant simultanément une charge cachée qui ferait s'effondrer le rail le lendemain matin, assurant que le convoi s'arrêterait à temps pour acheter des heures précieuses aux soldats débarquant sur les plages. Pendant ce temps, dans un grenier silencieux au-dessus de l'école du village, une enseignante enregistrait les schémas de communication allemands, notant chaque patrouille, chaque message, chaque changement dans les tours de garde. Ces notes, minutieuses et précises, devenaient partie d'une toile de tromperie qui s'étendait bien au-delà du village, se connectant avec des agents dans les villes voisines, avec des courriers, des opérateurs radio et même des postiers sympathiques. Les enfants, apparemment innocents, apprenaient le langage des signaux, le balancement d'une lanterne, la disposition du linge, la position d'une brouette, chaque acte transmettant des informations que les adultes pourraient manquer, chaque signal faisant partie d'une matrice invisible aux occupants. Alors que l'aube approchait le 6 juin 1944, le réseau bourdonnait comme un organisme vivant, alimentant le renseignement, coordonnant les retards et maintenant l'illusion que la France s'était rendue entièrement, que la résistance avait disparu, que la campagne dormait. Pourtant chaque mouvement était intentionnel, chaque son calculé,
chaque interaction partie d'un système expansif conçu pour induire en erreur, confondre et gagner du temps. La SS, confiante dans ses calculs, déplaçait les troupes selon de fausses données, redirigeait les convois vers des positions fantômes et surveillait des communications qui les menaient vers des routes vides et des champs abandonnés. À travers la campagne, les missions de sabotage étaient exécutées avec une précision silencieuse. Lignes ferroviaires endommagées pour arrêter les camions de ravitaillement, fils téléphoniques coupés pour empêcher la coordination, caches de carburant détruites pour retarder les divisions blindées, toutes guidées par des informations recueillies par des citoyens ordinaires travaillant dans l'ombre. Dans les granges et les ateliers, les explosifs étaient préparés, non comme armes de destruction immédiate, mais comme outils de timing, conçus pour exploser au moment exact où les forces alliées frapperaient, amplifiant l'impact et retardant les renforts ennemis. Des ménagères et des veuves, souvent sous-estimées, géraient des opérations cellulaires entières, supervisant des courriers, cachant des matériaux et formant de jeunes éclaireurs à naviguer sur le terrain sans laisser de traces. Les fermiers connaissaient les rythmes des patrouilles allemandes mieux que n'importe quelle carte. Les boulangers mémorisaient le timing des camions livrant les rations. Les meuniers notaient le poids et la cadence des véhicules passant par des routes étroites. Chaque individu, ordinaire en apparence, portait un fardeau de conséquences extraordinaires, liant les destins des soldats sur les plages au secret d'un grenier silencieux ou au mouvement prudent d'un messager adolescent. Même les animaux de la campagne devenaient participants, chiens entraînés à aboyer, à des intervalles précis, signalant le mouvement, chevaux transportant des messages à travers des chemins boueux, et des corbeaux, observés et notés, utilisés pour trianguler les positions des convois. L'armée invisible ne combattait pas pour des médailles, ne cherchait pas la gloire, mais pour la survie, pour la préservation de la vie, et pour l'espoir que la France vivrait à nouveau libre. À midi, quand les premiers débarquements frappèrent, le travail de ce réseau avait créé le chaos dans le commandement allemand, retardé les temps de réponse et induit en erreur les officiers en leur faisant croire que la résistance était fragmentée ou inexistante. Des vies de centaines, être de milliers de personnes furent préservées grâce à la planification méticuleuse et à la bravoure de gens qui ne laisseraient jamais de mémoire, dont les noms n'apparaîtraient pas dans les livres d'histoire, mais dont l'impact était indéniable. Henri Delmas, Claire, Lemoine, Luc Morel et d'innombrables autres comme eux devinrent des symboles de ce courage silencieux et calculé, opérant dans des greniers, des caves et des champs, transformant la peur en méthode, le chagrin en détermination, et les actes ordinaires en avantages stratégiques. En soirée, la campagne était retournée à son calme trompeur, mais le réseau restait vigilant, prêt à s'adapter, à induire en erreur, à protéger. Les rapports d'infrastructures détruites, de mouvements fantômes et d'unités allemandes mal dirigées se multipliaient, alimentant la perception que la France avait succombé, alors qu'en réalité, chaque acte de résistance, aussi petit soit-il, créait des ondes de conséquences qui permettaient aux forces alliées de gagner des points d'appui et de sécuriser des têtes de pont. L'armée invisible travaillait non comme des individus mais comme un seul organisme, chaque partie comprenant son rôle, chaque action amplifiée par la coordination, minutieuse de centaines, de milliers d'agents invisibles. Et dans le calme après la tempête, quand les soldats dormaient, les enfants jouaient et les villageois continuaient leur routine, la toile de tromperie demeurait, un témoignage de patience et d'intelligence et de courage, prouvant que la victoire ne se livrait pas seulement dans les champs ouverts et à travers les mers, mais dans les greniers, les caves, les granges et les esprits, où les gens ordinaires devenaient extraordinaires et les nuits ordinaires devenaient décisives dans la formation de l'histoire. L'aube se leva sur la Normandie le 6 juin 1944, une lumière pâle effleurant l'horizon, projetant de longues ombres sur les champs boueux, encore humides de la pluie de la nuit. Les navires alliés approchaient des plages, leurs coques brillant faiblement dans la brume matinale, transportant des dizaines de milliers de soldats, chars et pièces d'artillerie destinées à briser les lignes allemandes. À l'intérieur des terres, le chaos laissé par la résistance se répandait dans toutes les unités. Les commandants allemands, confiants dans leurs plans et attendant des renforts à temps, trouvèrent les voies ferrées détruites, des trains déraillés ou retardés, des ponts effondrés et les communications dans un désordre complet.
Chaque minute comptait, chaque seconde pouvait décider de la vie ou de la mort, du succès ou de l'échec, et l'armée invisible qui avait travaillé toute la nuit avait garanti que les Allemands n'étaient pas préparés à la tempête qui frapperait les plages. Henri Delmas, 43 ans, se cacha dans les ombres de la forêt dense, les yeux scrutant les pistes de terre, écoutant des cris lointains et le cliquetis des bottes sur les pavés, conscient que chaque faux pas de l'ennemi amplifiait l'effet de leur sabotage minutieux. Luc Morel, mécanicien aux mains sûres même sous le feu, nettoyait son fusil avec précision, retirant boue, huile et résidus des opérations nocturnes, se préparant à l'inévitable confrontation. Claire Lemoine, messagère dont la vie avait été mesurée par le risque et des décisions rapides, vérifiait son sac de fournitures, s'assurant que chaque objet avait son utilité, que chaque carte était correctement pliée, que chaque détonateur et signal était prêt à agir au moment précis. Depuis la crête, Claire observait les soldats allemands courant le long de la voie ferrée, paniqués, essayant de comprendre pourquoi les trains attendus de munitions et de renforts n'étaient pas arrivés, ignorant que le chaos avait été orchestré par leur propre sous-estimation de citoyens ordinaires transformés en guerriers. Ailleurs, les résistants poursuivaient leur travail avec une efficacité presque mécanique. Les ponts sur de petites rivières étaient piégés et détruits à l'heure calculée pour empêcher le passage des tanks et véhicules blindés. Les lignes de ravitaillement étaient perturbées par des explosifs cachés, des fils téléphoniques sectionnés et des convois redirigés, assurant que les lignes de front restaient isolées et confuses. Dans les villes côtières, les parachutistes alliés, largués derrière les lignes ennemies avant l'aube, se déplaçaient silencieusement pour créer davantage de désordre, coupant les lignes de communication, sécurisant les intersections clés et semant la confusion parmi les unités qui avaient prévu une occupation normale et disciplinée. Les officiers allemands recevaient des rapports contradictoires, certains affirmant que des divisions blindées se dirigeaient vers l'est, d'autres que l'infanterie avait déjà capturé des villes stratégiques. Les messages et radios prétendaient que la France était tombée, et pourtant les patrouilles rencontraient une résistance à chaque tournant, des embuscades calculées non pour détruire, mais pour retarder, afin que l'illusion d'un chaos total persiste. La confiance excessive devint la perte de l'ennemi, car les généraux et commandants répartissaient mal leurs ressources, poursuivant des menaces fantômes, tandis que de véritables dangers restaient incontrôlés. À la tombée de la nuit, la Normandie s'était transformée en champ de bataille de confusion et de destruction calculée. Et pourtant, la SS interprétait le désordre comme une reddition, croyant que leurs adversaires s'étaient effondrés sous le poids de l'invasion. La tromperie, soigneusement orchestrée pendant des mois par le réseau invisible de citoyens ordinaires, avait gagné des heures cruciales pour que les forces alliées établissent des têtes de pont et obtiennent un avantage stratégique. Dans le calme de la forêt, Henri retraçait les traces de convois allemands qui n'étaient jamais arrivés, notant les impressions de pneus dans la boue, les empreintes dans la terre molle et les marques de retraite précipitées. Luc vérifiait son équipement, nettoyant les fusils, vérifiant les munitions, prêt à affronter ce qui venait ensuite. Claire passait en revue cartes, notes et messages, préparant mentalement la coordination nécessaire pour les jours à venir. Il savait que la guerre était loin d'être terminée, et pourtant cette victoire, cachée et presque imperceptible, était à eux, un triomphe de la stratégie sur la force brute, de l'intelligence sur la puissance et du courage ordinaire sur la peur. Chaque acte de sabotage avait son effet. Chaque pont détruit retardait une division, chaque voie ferrée effondrée privait l'ennemi de ressources, et chaque signal faux trompait les commandants allemands. Dans les villes, villages et hameaux, à travers la Normandie, les civils observaient en silence, accomplissant des actes de défi discrets, cachant des armes, livrant des messages et guidant les soldats sans se révéler. Les enfants, trop jeunes pour combattre ouvertement, contribuaient en mémorisant les rythmes des patrouilles, en transmettant des messages et en notant l'emplacement des véhicules et des camps allemands. Les paysans, dont les moyens de subsistance étaient menacés, risquaient leur vie pour cacher des munitions, offrir un passage sûr aux résistants et coordonner des attaques qui se répercutaient dans toute la campagne. Le travail était méticuleux et épuisant, mais nécessaire. Car chaque action avait été minutieusement chronométrée à l'heure, à la minute et parfois à la seconde. Alors que l'artillerie alliée commençait à tirer à l'intérieur des terres,
brisant le calme matinal par des échos tonitruants qui résonnaient dans les vallées, les résistants poursuivaient leur mission précise. Des charges cachées explosaient sur des ponts menaçant de diriger les renforts allemands vers la côte, provoquant une destruction soudaine, calculée, spectaculaire et décisive. Les voies ferrées, jadis artères d'approvisionnement pour la Wehrmacht, étaient maintenant en ruine, privant tanks et carburant, tandis que les trains déraillés formaient des blocages isolant davantage les unités avancées. Dans les villages, des messagers à bicyclette se faufilaient entre les checkpoints, livrant des informations codées qui maintenaient le réseau invisible cohérent et réactif. Les Allemands, opérant sous l'illusion que l'ennemi s'était effondré, agissaient avec hésitation, confusion et méfiance. Les commandants discutaient, les messages se contredisaient, et les soldats étaient détournés vers des menaces fictives, ignorant que chaque retard et chaque désorganisation avaient été planifiés à l'avance. L'après-midi venu, les troupes alliées commencèrent à avancer à l'intérieur des terres avec plus de facilité que prévu, trouvant de nombreux chemins bloqués ou retardés non par le combat direct, mais par des sabotages précis, exécutés par des citoyens ordinaires préparés depuis des mois. Henri, Luc et Claire restaient vigilants, sachant que la survie dépendait autant de l'observation que de l'action. Ils notaient les soldats tombés, traçaient les routes des patrouilles et se préparaient à se déplacer rapidement, prêts à aider ou à se retirer si nécessaire. L'effet psychologique sur l'ennemi était aussi important que l'effet physique. La confusion, la désinformation et le désordre apparent minaient le moral, perturbaient la structure du commandement et amplifiaient l'efficacité des opérations alliées, créant un avantage qui ne pouvait être mesuré simplement en comptant les tanks ou les soldats. À la tombée de la nuit, les officiers alliés pouvaient avancer sur les plages avec moins d'obstacles que prévu, tanks et artillerie trouvant des voies dégagées ou des unités ennemies retardées. Le travail d'Henri, Luc, Claire et de milliers d'autres personnes ordinaires mais extraordinaires avait transformé un potentiel désastre en un succès mesuré, montrant que le courage et l'intelligence pouvaient changer le cours des événements, même au milieu d'une force écrasante. La victoire n'était pas publique, elle n'était pas célébrée par des défilés ou des discours, mais elle était tangible, immédiate et essentielle. Dans les moments calmes après le coucher du soleil, Henri retraçait les mouvements allemands dans la terre, réfléchissant à la manière dont chaque retard, chaque tromperie et chaque sabotage avait amplifié l'effet du débarquement allié. Luc vérifiait une dernière fois les armes avant de les ranger, conscient que le travail était loin d'être terminé. Claire révisait cartes, notes et signaux cachés, veillant à ce que chaque prochaine étape reste coordonnée. Dans ce champ de bataille caché, chaque acte avait été exécuté avec précision et chaque conséquence mesurée pour un effet maximal. La petite forêt où il se cachait devint à la fois sanctuaire et observatoire, offrant abri, point de vue et route d'évasion. Depuis cette position, il pouvait surveiller les mouvements ennemis, informer les autres cellules de résistance et ajuster leurs actions selon les circonstances. Dans le vaste paysage normand, la combinaison de l'assaut direct allié et de la résistance invisible créa une tempête parfaite de confusion et d'opportunités. Le commandement allemand peinait à s'adapter, donnant des ordres souvent contradictoires, dirigeant des unités vers des lieux inaccessibles ou déjà abandonnés. Chaque sabotage, chaque patrouille détournée, chaque convoi retardé contribuait à cette toile de chaos. À la fin de la journée, la Normandie restait un champ de bataille, et pourtant les objectifs initiaux de l'invasion étaient atteints, et en grande partie grâce à la main invisible de ceux qui avaient préparé le terrain, trompé les attentes de l'ennemi et exécuté leur mission avec courage et discrétion. Dans la forêt silencieuse, Henri, Luc et Claire se permirent un moment de réflexion. Ils savaient que la guerre était loin d'être terminée, que les prochaines heures, jours et semaines demanderaient encore du courage, mais ils comprenaient également l'ampleur de ce qui avait été accompli. Une victoire, petite, cachée et parfaite, appartenait à eux et aux innombrables citoyens ordinaires qui l'avaient rendu possible grâce à l'intelligence, l'audace et le dévouement sans relâche. Leurs efforts démontraient que les guerres ne se gagnaient pas uniquement sur les lignes de front, mais également par des actes silencieux, calculés et courageux de ceux qui choisissaient de résister, de tromper et de se battre invisiblement pour la liberté. Ainsi, alors que l'obscurité tombait sur la Normandie,
la forêt autour d'eux vivante des bruits nocturnes et des tirs lointains, les trois se préparèrent pour les jours à venir, confiants que leur planification minutieuse, leur courage et leurs efforts invisibles avaient déjà changé au cours de l'histoire, ne serait-ce que de quelques heures, mais des heures qui sauvaient des vies et façonnaient l'issue de la bataille de manière invisible, reconnue seulement dans les actes silencieux de résistance, la persévérance des hommes et femmes ordinaires, et le déroulement des événements qu'ils avaient courageusement guidés vers la réussite. Le coup avait été élevé. André était mort, et bien d'autres avaient risqué leur vie dans cette guerre invisible. Pourtant, chaque sacrifice renforçait le réseau. Chaque acte de bravoure consolidait l'illusion que la France était tombée en une seule nuit. Les nuits passées à espionner, écouter, compter et observer avaient été aussi décisives que les combats sur les plages ou dans les forêts. Des mois plus tard, en 1945, les forces alliées libérèrent des villes autrefois considérées comme perdues. Les historiens raconteraient les batailles sur les plages, dans les bois et le long des rivières. Mais peu sauraient que la victoire avait été forgée dans les greniers, les ateliers et les cafés, par des citoyens ordinaires qui avaient planifié, trompé et résisté avec un courage silencieux. Henri Delmas retourna dans son village, plus âgé, épuisé et silencieux, portant le poids des souvenirs et des pertes. Claire Lemoine continua à livrer des messages jusqu'à la reddition des derniers soldats allemands. Chaque livraison un fil invisible maintenant la cohésion et la survie du réseau. Luc Morel reconstruisit son atelier, remettant en marche les outils et machines qu'il avait laissés derrière lui, son esprit hanté par les nuits de sabotage et les explosions qu'ils avaient orchestrées. L'armée invisible s'estompa peu à peu dans la normalité, les citoyens ordinaires reprenant leur vie habituelle, portant en silence des secrets extraordinaires qui avaient changé le cours de l'histoire. La SS ne comprit jamais la vérité. Il croyait que la France s'était effondrée du jour au lendemain, ignorant que tout avait été le résultat d'une planification méticuleuse, d'un courage indéfectible et d'une résistance inlassable menée par des hommes et des femmes ordinaires, devenus héros dans le silence. Ces actes restèrent invisibles pour le monde, mais leur impact résonna longtemps après, prouvant que parfois, les véritables victoires se remportent dans l'ombre, loin des regards et des récits officiels. Des décennies plus tard, en 1964, Henri Delmas retourna dans les champs de Normandie. Les fleurs sauvages ondulaient sur les rails, désormais reconstruits. Une plaque commémorative marquait l'emplacement, aux 4 qui ont arrêté le train et gagné du temps pour la liberté. Luc, André, Claire, Henri. Un train passa, transportant des civils ignorant des vies sacrifiées des décennies auparavant. Henri traça les noms du bout des doigts. « Le monde a avancé », murmura-t-il. « Cela signifie que nous avons gagné. » À travers la France, les histoires d'espions, de courriers, d'enfants et de femmes au foyer étaient pour la plupart oubliées. Pourtant, leurs actions avaient créé des illusions qui avaient trompé l'ennemi, retardé les renforts et changé le cours de l'histoire. La nuit du 5 juillet 1944 n'avait pas été une reddition. Elle avait été un coup de maître de la résistance, un réseau d'ombre qui avait fait croire à la SS que la France était tombée en une seule nuit et qui avait sauvé d'innombrables vies dans le processus. Même aujourd'hui, le vent porte encore les échos de cette nuit. Des pas dans les haies, des murmures de messages codés, l'héritage de l'armée invisible perdure dans le silence, rappelant que le courage, la ruse et des citoyens ordinaires peuvent changer le monde. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous atteignent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.